sais pas si vont avoir... Est-ce que vous avez envie de voir des mangaka français? Faites un effort. Voilà. Bon. Alors, je vous propose d'accueillir avec moi aujourd'hui deux créateurs. On va commencer par Cap, s'il vous plaît. Des applaudissements pour Cap qui va venir s'installer. Voilà. Voilà, voilà. Et le deuxième auteur du Webtoon Arena chez Webtoon Factory, le chef Otaku. Et moi je suis Sébastien. Voilà, tout le monde s'en fout, mais voilà. Vas-y, mets-toi au centre, moi je me mets sur le côté. Voilà, et en fait tous les trois aujourd'hui on va discuter du processus de création de bande dessinée, enfin de manga et de webtoon à la française, la spécificité, pourquoi ils se sont lancés dedans, voilà leur parcours. Et à la fin de ce, ouais, ça va prendre un peu plus d'une demi-heure, 3 quarts d'heure, on aura un petit quart d'heure ensemble où vous pourrez poser des questions et il y aura des staffs de Japan qui vont passer, quand vous lèverez la main, ils vous apporteront un micro. Voilà. On va donc commencer tout simplement avec toi, Cab. Est-ce que tu veux te présenter? Je m'appelle Cap, je suis scénariste de manga français depuis quelques années maintenant. J'ai fait il y a très longtemps un manga qui s'appelait D'encre et de feu, qui était édité chez les éditions Piquage de thé. Et j'ai sorti cette année un manga qui s'appelle Onera, qui sera en 4 tomes chez Kana, dans la catégorie Dark Canon. Voilà. Merci. Alors toi, on te connaît évidemment comme youtubeur, donc là-dessus il n'y a pas besoin de te présenter, mais est-ce que tu peux me présenter ton autre casquette? CEO, producteur, non, je déconne. Je suis scénariste du webtoon français Arena, qui est un succès international déjà, n'est-ce pas? Et puis parallèlement, je suis aussi auteur de comics, Dirty Cosmos, auto-édité avec l'ami Jigito, que vous pouvez trouver au stand T666. Vous venez de ma part, ça lui fera plaisir. Voilà. Et alors, chacun votre tour, qu'est-ce qui vous a lancé en fait, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer concrètement dans la création d'histoires à titre professionnel? Pour le manga, je pense que c'est un format narratif qui est super intéressant parce que c'est très sériel en fait. J'ai du mal avec les histoires courtes de manière générale, et le manga offre une narration qui peut vraiment être diluée dans le temps, contrairement à la BD qui est très elliptique. Le manga permet de vraiment disséminer des informations, de créer beaucoup de scénarios avec des préparations paiement, plein de ressorts scénaristiques qui sont intéressants et qui peuvent être étalés dans le temps. Et en plus de ça, je trouve que c'est un art séquentiel qui est très intéressant, contrairement à la BD. Ça va être, si vous avez un personnage qui va donner un coup de poing, il va charger le poing, et la case d'après, vous allez avoir déjà le personnage qui a pris le coup, le bras tendu. Le manga, on peut faire 4 pages avec le point qui part, je peux faire 4 pages avec le gars qui prend le coup, et c'est quelque chose qu'on peut se permettre non seulement avec le format, mais encore une fois avec le schéma narratif que ça offre. Et je trouve ça très intéressant pour raconter une histoire, de pouvoir la diluer, de prendre le temps de développer les personnages, de développer un scénario. Voilà. Moi, c'est la passion qui m'a guidé. Et parce que je suis aussi un pur produit des années 90, du coup moi j'ai bouffé du Club Dorothée, j'ai bouffé du Dragon Ball, et en fait depuis que je suis tout petit je veux refaire Dragon Ball en fait. Et donc du coup c'est ça qui m'a amené à la bande dessinée, puis après évidemment en découvrant un peu plus, j'ai trouvé que même l'art séquentiel c'est génial, et raconter des histoires c'est génial aussi. Donc j'aime raconter des histoires, et si je peux les raconter en BD c'est encore mieux. Voilà. Alors du coup, toi tu ne fais pas un manga à la base, tu fais un webtoon. Pour toi, c'est quoi la différence fondamentale, justement, peut-être en termes de narration, peut-être ailleurs, mais c'est quoi la différence entre le webtoon et le manga? Déjà, le webtoon vient de Corée. Ça, c'est une grosse... Non, en vrai, la différence, je dirais que c'est une différence de rythme. Il y a un rythme particulier dans le webtoon qu'on n'a pas forcément dans le manga. Ça vient déjà du mode de lecture. Mais il y a vraiment une énergie en fait qui est un peu différente. C'est que ça va très vite et à chaque fin tu dois avoir envie de vraiment voir la suite. Alors que dans le manga, c'est pas forcément le cas. Genre One Piece par exemple, quand tu arrives à la fin d'un chapitre, c'est pas forcément la fin d'une scène ou quelque chose, c'est juste vas-y, j'avais que 17 pages et puis on verra la suite la semaine prochaine, tu vois. Là faut vraiment essayer de finir à chaque fois sur un cliffhanger ou quelque chose qui donne envie de revenir la semaine d'après pour lire le suivant. Donc déjà ça c'est très différent, c'est vraiment un format particulier et un rythme particulier que j'aime bien aussi, ça me fait un peu penser aux vidéos YouTube en fait. D'accord. Parce que quand je viens de la création YouTube, abonnez-vous à ma chaîne. Il y a le côté aussi j'aime bien, c'est la faut du rythme, faut pas que ça soit trop long non plus, et en même temps t'as le côté retour direct des gens.
avec les commentaires, les likes et tout, donc ça m'a pas trop dépaysé à ce niveau-là. Et je trouvais ça intéressant, le côté aussi un simili de prépublication à la japonaise aussi, qui est ça qui était cool avec le Webtoon Factory. Donc voilà, ça faisait un peu l'expérience Shonen Jump sans vraiment être dans le Shonen Jump. J'aime bien. Merci. Et alors du coup, vous êtes tous les deux scénaristes. Justement, comment ça se passe de voir vos idées, donc d'abord vous les couchez sur papier, mais ensuite de les voir émerger visuellement sous la plume de quelqu'un d'autre? Alors moi je suis scénariste parce que je suis un dessinateur un peu contrarié, j'ai jamais été assez bon. C'est faux, c'est tellement faux. Là j'ai vraiment plus le temps de dessiner. En vrai j'aurais jamais arrêté de dessiner, je serais un burrata français mon gars. Je suis trop fort, je suis un génie. Mais il faut choisir ses combats. Je me suis dit allez je vais me contenter d'être scénariste. Et moi j'adore voir mes histoires ou mes personnages redessinés par quelqu'un d'autre. Je trouve ça fascinant de voir comment ce qu'on imagine peut être réinterprété dans l'esprit de quelqu'un de souvent un peu plus créatif que soi, en tout cas graphiquement parlant. Et moi j'adore ça, moi. Voir mes histoires dessinées par d'autres gens, je trouve ça génial. Voilà. J'aurais bien dit exactement la même chose, donc je ne vais pas le redire, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et il y a un truc aussi de voir s'échapper notre imagination dans l'imagination de quelqu'un d'autre. C'est vraiment très satisfaisant. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé aussi, mais moi, je pense jamais j'avais mieux imaginé quelque chose qu'entre les mains des dessinateurs avec qui j'ai pu travailler. Il n'y a jamais une fois où je me suis dit « Ah, ce que j'avais imaginé, c'était mieux ». Ça a toujours été mieux de leur côté parce que déjà, c'est leur domaine d'expertise, qui n'est vraiment pas le mien parce que je dessine comme un enfant de 8 ans. Et eux ont cette espèce de talent que moi, je n'ai pas, et je trouve ça très intéressant de conjuguer deux talents ensemble. En espérant que j'arrive à les égaler un tant soit peu. Bah moi je suis un peu mégalo, donc très souvent je me dis « j'aurais pas fait comme ça, toi !» Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais ça arrivait parfois que je vois un dessin d'un perso que j'avais, parce que des fois je fais des pré-designs, et des fois je revois le retour et je fais « Putain, j'avais pas pensé à accentuer ce côté-là graphiquement, je revois le personnage différemment dans mon esprit après. » Et du coup après je le laisse comme ça influe sur ma perception du truc. Et du coup, scénaristiquement, je peux poser une question ? Ouais, vas-y. Est-ce que scénaristiquement, ça t'est déjà arrivé de repenser un personnage justement par rapport au chara-design que ton dessinateur avait fait ? Oui. Ouais. Oui. J'ai pas d'exemple précis, mais ça m'est déjà arrivé. Top. Et toi, ça t'est arrivé? Ouais, carrément. Justement, c'est pour ça que je dis ça. Tu peux développer du coup? Ouais, j'avais l'idée d'un personnage qui était un peu drôle, et en fait, au fur et à mesure que le dessinateur avec qui je bossais lui avait donné un design qui était assez dur. Et en fait, il y a eu une scène où il enlevait son haut et il avait fait des cicatrices dans le dos et tout. Et ça a un peu changé ma manière de voir le personnage, ou de me dire ah mais en fait il a plus morflé que ce que moi j'avais imaginé. Et ça a changé ma perception du personnage, et son écriture en amont. Où après je me suis dit ah mais peut-être que je devrais jouer avec ça justement. Et je trouve ça intéressant de l'apport scénaristique que le chara-design d'un dessinateur peut apporter. Justement, c'est un peu un point que je voulais creuser. Est-ce que, alors, donc il y a l'influence que le dessin peut amener du coup sur le développement de vos personnages ou de l'histoire, mais est-ce que, à côté de ça, dans les discussions ou quoi que ce soit, est-ce que les dessinateurs influent sur vos histoires? Est-ce qu'il y a un échange, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de descendant? Vous amenez l'histoire, ils la mettent, ils la couchent sur papier et voilà. Bref. Moi, dans mon cas, non, l'histoire, ça n'a pas trop eu d'impact. Enfin, il n'y a pas eu de retour de la dessinatrice, m'a pas dit oh, ça serait mieux comme ça, toi. Ça, c'est pas arrivé. Ok. Pareil, je pense qu'il y a aussi un espèce de respect de ce qu'on fait l'un l'autre, où moi je vais pas trop m'immiscer dans le chara-design, sauf si vraiment j'ai une idée précise et que ça a vraiment un impact sur le scénario. Mais en général, quand j'écris un scénar, quand je le séquence et tout, il n'y a pas de retour sur le script où on me dit ah, ça aurait été mieux de faire comme ça, ou ah mais est-ce que s'il y a la rigueur sur les dialogues, sur les dialogues il peut y avoir un truc de ah mais est-ce qu'il pourrait pas dire ça, etc. Et on en discute, mais jamais ça a été imposé et jamais il y a une remise en question du fil scénaristique en lui-même. Après si, des fois, comment dirais-je, des fois c'est sur les planches, une expression d'un personnage, on l'écrit d'une certaine manière et l'artiste le fait d'une autre façon. Et des fois c'est mieux que ce qu'on avait imaginé aussi. Mais après je sais pas si c'est vraiment le rapport avec la question. Mais ça influence pas forcément l'histoire, mais la façon de percevoir l'histoire. Je sais pas si c'est clair. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que toi tu mets une expression ou quelque chose et en fait elle l'interprète autrement. Le personnage a mal, par exemple, ouais. elle a fait une expression genre souffrance terrible, tu vois. Ouais. Et tu dis ah ça a plus d'impact du coup. Ok, d'accord. Alors du coup,
par rapport à tout à l'heure, vous nous avez expliqué pourquoi en fait, vous aviez choisi de devenir scénariste, mais comment vous y êtes arrivé en fait? Comment, ça a été quoi le processus et qu'est-ce qui vous a... à quel moment s'est fait la bascule? Vous êtes dit, allez, maintenant en fait ça va être mon métier. Je vais gagner ma vie avec As. En fait, à la base, j'aimais bien écrire de manière générale, et je me suis mis à écrire un roman, et après j'ai fait waouh, c'est long, c'est super long, c'est super chiant, c'est super dur, je sais pas faire. Et en fait, encore une fois, je consommais beaucoup de séries, je consommais beaucoup de mangas, et le truc sériel, ça m'a vraiment fait me dire ah mais si j'ai envie de raconter des histoires, il faut que ce soit ça. Et il n'y avait pas d'autre moyen de le faire que de se professionnaliser. Et donc, moi je me souviens, j'avais un taf à l'époque et c'était tu rentres du taf, tu fais les 35, tu rentres du taf, tu te fais un café, tu bosses. Et tu continues encore et encore jusqu'à ce que tu aies un dossier qui passe en édition, jusqu'à ce que tu sois édité et ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas de truc magique, il n'y a pas de rencontre, il n'y a rien de tout ça. Je sais pas ce qui circule un petit peu sur comment on devient auteur de BD, mais ça marche pas comme ça, il faut travailler, avoir du bol et c'est à peu près tout. Moi je vais tricher, j'ai 1 million d'abonnés, donc non c'est pas vrai, je rigole. En vrai, moi j'ai toujours voulu faire ça. Et même ma carrière sur YouTube, finalement, je vis déjà de mes écrits en fait, parce que mes vidéos je les écris, c'est des petits documentaires, on va dire, des petites analyses littéraires. Mais j'ai toujours voulu vraiment vivre de mes écrits, que ce soit raconter des histoires ou écrire des choses. J'aurais pu surtout raconter des histoires. Donc comment j'ai mon parcours, c'est ça, depuis tout petit je fais des mangas, je les dessine, j'écris des histoires. J'ai essayé le roman aussi à un moment donné, mais quand t'es habitué à écrire du scénario de BD, t'arrives au roman, il y a trop de trucs à écrire en fait. Alors qu'un scénario de BD c'est Gabriel rentre, il ouvre la porte. En roman c'est Gabriel se sentait pas très acquis. Il posait sa main sur la serrure, c'est un peu relou en fait. Ouais, t'écris vraiment, tu te dis waouh, aujourd'hui j'ai bien bossé, t'as écrit 2 pages. C'est ça. Et de fil en aiguille, j'ai toujours fait de la BD, donc finalement quand on m'a proposé d'écrire une série, j'ai dit vas-y banco, et puis ça s'est passé rapidement après. Puis, voilà, le succès. Acheter Arena. Oui, voilà. Il a raison, acheter Arena. Et je te laisse faire ta propre promo. Hein. Acheter Arena. Ah, c'est gentil. Merci, c'est sport. Et alors du coup, comment ça se passe avec l'éditeur de votre côté, chacun de votre côté? Là, je ressens un peu, c'est comment se passe la relation et quel est l'apport de l'éditeur concrètement? Alors pour le coup sur Onera j'ai un peu de bol parce que mon éditeur chez Kana, Timothée, m'a laissé une complète liberté. En fait j'avais très peur, en général il y a une barrière des 3 tomes en France, ça coûte très cher un éditeur de faire un manga et en général on te signe que 3 tomes parce que ça représente déjà un coût énorme pour un éditeur avec peu de retour sur investissement derrière. Et je me permets juste de bien expliciter pour les lecteurs, c'est-à-dire que en fait l'éditeur te dit ok tu peux écrire ton histoire mais on part sur 3 tomes, il faut que ton truc se tienne en 3 tomes, si ça continue tant mieux, mais il faut qu'au pire en 3 tomes ça s'arrête. Il faut même qu'en 3 tomes il y ait une fin, voilà. Ça veut dire qu'il faut conclure en 3 tomes, ce qui est très compliqué. Et en fait quand j'ai proposé mon histoire à Timothée j'avais très très peur de me prendre cette barrière là parce que jamais j'aurais pu le faire en 3 tomes et j'ai même pas eu besoin de dire quoi que ce soit, il m'a dit non mais il faut le faire en 4. J'ai fait ok, nickel, parfait. Et en fait, il m'a laissé une complète liberté dessus. Je sais pas si on t'a fait pareil pour le webtoon. On m'a fait écrire des synopsis. Donc tu dois décrire un tome et de façon, c'est le pire exercice possible. Tu dois écrire un tome, c'est pas dialogué, c'est pas séquencé, c'est même pas scénarisé, c'est une suite d'événements. C'est chiant et t'arrives à rien faire passer, il n'y a pas d'émotion, il n'y a que dalle. J'ai fait les 2 premiers et après je dis à Timothée, non mais vas-y laisse-moi écrire les scénarios. Tu me laisses écrire les séquences et tout, je te les envoie et à ce moment-là t'interviens. Et en fait, on a travaillé comme ça et il n'y a eu aucune retouche sur les tomes. Après, là où il s'est montré vraiment, vraiment important, c'était pour le découpage déjà, avec la dessinatrice, il a vraiment apporté quelque chose. Et sur le ton de l'histoire qu'il fallait employer, où moi j'avais peur de la censure, etc. Il m'a dit non mais vas-y, au roue libre, faut vraiment, va jusqu'au bout du délire, de toute façon tu seras dans la catégorie d'Arcana, donc une catégorie un peu adulte. Et donc il m'a vraiment poussé à aller jusqu'au bout de l'histoire et c'est ça qui est le plus important pour moi. Moi l'expérience est un peu différente parce que comme je le disais, le côté publication webtoon, il y a un côté pré-publication, c'est-à-dire qu'on ne pense pas vraiment en tome, on pense plus en termes de saison et puis il y a un retour un peu plus rapide de voir, peut-être que j'ai une connerie mais c'est comme ça que je l'ai perçu en tout cas. Et c'était quoi la question de base que je...
rester là-dessus. Mais... Ta relation avec l'éditeur au niveau du travail. Ah oui, après moi j'ai été plutôt libre. J'ai juste une fois on m'a recadré parce qu'en fait à la base, ça n'a pas vraiment de sens, mais à la base Arena c'est quand même plus orienté shonen. Et au début de la saison 2, j'ai été parti en mode full berserk. Oui, c'est pas un shonen. J'étais en mode berserk top 13 d'un coup. Il m'a dit calmons-nous, peut-être faire autre chose. Donc j'ai fait autre chose. C'est la seule fois où vraiment j'ai été un peu cadré, parce que j'ai la relation plutôt cordiale et fluide. Voilà, donc on est plutôt libre en termes de création, malgré tout. C'est plus en termes de ton pour faire gaffe. Parce que j'étais parti loin, j'ai relu le truc il y a pas longtemps de dire que je l'ai gardé quand même. Je me c'est important. Voilà. Est-ce que vous avez déjà la fin de votre histoire? Pas forcément l'intermédiaire, je suis pas en train de dire est-ce que vous avez tout, mais est-ce que vous avez déjà la fin de décider? Ah oui, d'ailleurs je voulais revenir sur le côté de faire des synopsis. Parce que moi j'ai écrit déjà un synopsis de la saison 1, je l'ai pas du tout respecté au final. Parce que en fait c'est chiant quand on te demande ça, parce que en fait ça fixe un peu le truc dans le marbre et au fil de l'écriture tu peux avoir d'autres idées quoi. Donc en fait j'ai pas du tout respecté mes trucs. Voilà, mais après la fin, j'ai plusieurs fins en tête. J'ai envie de dire, ça va dépendre de combien d'épisodes j'aurai et de si je veux faire une happy end ou pas. À mon avis, pas. Mais en fait, j'aimerais bien faire une fin frustrante. D'accord. Alors, ça finit sur un cliffhanger, si tu veux, mais il n'y a jamais de suite. Ah ouais, c'est un peu salaud. Ouais, mais je trouve ça génial, moi, les fins comme ça. Le genre, c'est une conclusion, mais c'est un peu genre Evil Dead, il y a un truc qui le saute dessus, d'accord, moi jamais fait, tu vois. Je vois très bien. Voir une révélation de dinguerie, genre, oh, en fait on est dans le futur, au hasard, hein. Et puis hop, ça s'arrête. Ok. Non, moi j'ai la fin directement. En fait, ça avait été avant même d'avoir commencé les scripts, je savais déjà l'histoire que je voulais raconter, comment je voulais la raconter, en combien de tomes. Il a été convenu de 4 tomes dans un premier temps, mais si évidemment ça marche, achetez Onera. On fera une suite en plusieurs arcs narratifs jusqu'à arriver à la conclusion qui a été pensée dès le départ et dont l'éditeur est déjà au courant en fait. C'est même comme ça que j'ai voulu le convaincre, c'est en lui disant ouais je veux faire ça, il me faut beaucoup de temps mais je peux te faire une espèce de préquel en 4 tomes qui peut se conclure etc. Mais ouais j'ai ma fin, j'ai tout ce qui se passe dedans. Alors c'est quoi le plus dur quand on est scénariste dans le travail? À répondre aux questions reloues des gens sur les scènes. Je crois pas qu'il y ait vraiment de choses dures en fait. Je dis pas que c'est un taf facile, je dis trouver l'inspiration. Voilà, j'allais dire qu'il n'y a jamais le syndrome de la page blanche. Page blanche peut-être pas, mais plus j'ai envie d'aller là mais je sais pas comment y aller. Et si je fais rien, je vais pas y aller. Alors j'ai essayé de faire un truc, j'ai vu une interview de Stephen King qui disait qu'il se forçait à écrire tant de mots par jour. Et du coup j'ai téléchargé une espèce d'appli qui en fait, quand t'écris pas au bout de 5 secondes, ça efface l'entièreté de ton texte. Waouh, c'est sévère. C'est de la merde. C'est vraiment nul parce que du coup tu finis très vite à faire espace. Et en fait je crois que j'ai fait espace pendant 1 heure et après je fais non mais faut pas que je me force. Et donc ouais, trouver l'inspiration, je pense que c'est peut-être le plus compliqué. Moi, le plus dur, c'est plus que j'ai une scène en tête, mais c'est faire la jonction entre deux événements en fait. Des fois, comme on est censé écrire ce que le dessinateur doit dessiner, il faut que ça paraisse fluide et cohérent et pas qu'on passe du coq à l'âne. Et ça, des fois, j'ai un peu du mal. Du coup, je suis obligé de rajouter des trucs. C'est peut-être ça qui est le plus compliqué, ouais. Mais sinon, l'inspiration, ça va, pour l'instant. Alors en vrai, j'avais une question et ta réponse m'a fait penser à un autre truc et j'ai perdu ma question. Non mais oui, c'est gênant. Tout à fait, oui. Est-ce que du coup il y a des choses qui sont... est-ce que vous mettez des limites en écriture en mode non mais ça va être impossible à dessiner ou ça les gens vont pas le comprendre? Est-ce que vous mettez des barrières ou est-ce que vraiment vous dessinez tout ce qui vous passe par la tête à partir du moment où ça vous plaît? Vas-y. Bah moi en fait avant quand c'est moi qui dessinais, je me mettais des limites parce que la flemme. Mais là c'est plus mon problème. Donc si je dois dessiner des immeubles ou des villes, c'est pas mon souci, il se débrouille, c'est son taf. Parce
qu'avant, toutes mes histoires se passaient dans des forêts faciles à dessiner, tu vois. Maintenant, vas-y, il y a des tours de 800 mètres, il y a des vaisseaux spatiaux, on voit les steaks. C'est pas mon problème. Pareil. Non, pareil, dans le sens où il y a vraiment un truc. Au début, peut-être, moi je sais qu'il y avait une question de. Tu connais pas le travail du dessinateur avec qui tu vas travailler, tu sais pas ce dont vraiment il est capable et tout. Et en fait, très vite, non seulement il y a une envie de challenge peut-être de la part des dessinateurs, je pense que dessiner des trucs qu'ils ont déjà fait, ça m'intéresse pas forcément. Et en plus de ça, comme tu le dis, moi si j'ai envie qu'il y ait une ville et qu'il y ait 3000 mecs qui se battent, bah pardon, c'est dans le scénar et le dessin, c'est ta merde, tu vois. C'est pas moi qui vais le gérer, bonne chance. À la rigueur, si ça pose un souci, on en discute. Mais à partir du moment où c'est pas moi de le faire, bah go. Et du coup, est-ce que vous travaillez avec le premier dessinateur ou la première dessinatrice qu'on vous a proposé, ou est-ce qu'il y a une sorte de casting et voilà. Et la question qui va derrière, c'est est-ce que la collaboration est fluide? Moi, j'ai essayé 5-6 dessinateurs pour Arena. Et le problème que j'ai eu, alors c'était très joli, mais ça faisait trop BD franco-belge. En fait, ça me gênait un peu parce que je voulais vraiment faire un truc webtoon. Puis après, je suis tombé sur le book de Clarity. Et là, c'était vraiment webtoon à fond. Je fais, vas-y, on va essayer de faire quelque chose avec. Et là, pour la collaboration pour nous-mêmes, il y a toujours un tampon entre nous parce que comme elle est indonésienne et qu'elle parle pas français et que moi je suis français mais je parle pas indonésien, il y a toujours le côté traduction. Mais malgré ça, comment on dit, le workflow, putain vas-y, ouais, Startup Nation, est plutôt fluide pour le coup, quand même. Un peu similaire du coup parce que nous on a fait passer des castings à plusieurs dessinateurs, dont des dessinateurs étrangers. C'est du coup Federica Di Meo qui a été retenue, qui est une dessinatrice italienne. Et pareil, il y a eu un peu barrière de la langue et tout, donc ça te force un peu à reprendre tes études d'anglais de force. Et on a fait passer peut-être 5-6 castings avant. Et vraiment quand on a reçu les pages de Federica, donc j'avais fait 2 séquences tests, une séquence d'action de 2 pages, une séquence de narration de 2 pages pour voir comment les gens s'en sortiraient. En fait, dès que j'ai reçu le mail, j'ai appelé Timothée, il était en train de le regarder aussi, et on a dit tous les deux, bah c'est elle, c'est sûr. Et en fait, il s'est trouvé qu'en plus c'est quelqu'un d'adorable, qu'on avait les mêmes rêves, qu'on avait les mêmes envies, qu'on avait la même manière d'aborder ce métier de manière générale. Et ouais, la collaboration se fait, c'est ultra fluide. Mais parce que c'est, en plus d'une collègue, c'est devenu une amie avec le temps, et c'est plus simple de travailler dans ce cas-là. Du coup, pour vous, c'est quoi la plus grande qualité de votre dessinatrice, en fait, puisque tous les deux vous avez une dessinatrice? Elle sait dessiner. Déjà, ouais. La deuxième, du coup. Et puis moi, de mon côté, elle a une fibre webtoon beaucoup plus prononcée que la mienne. Parce que moi, le webtoon, je le découvre depuis 1 an ou 2. C'est pas ma culture en soi, le graphisme webtoon, tout ça. Donc moi, j'apporte des idées et elle arrive à les webtooniser. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Et en plus, elle travaille très bien et très vite en plus. Donc c'est un plus. Voilà. Moi je pense que elle a une capacité d'absorption des codes. Federica venait beaucoup du shoujo, elle avait fait beaucoup de shoujo et tout, et elle a débarqué sur un CNN où je me dis hey, la première rêve c'est Berserk, le shoujo, un petit gap entre les deux, et en fait elle a bouffé Berserk, elle a bouffé plusieurs rêves qu'on lui avait donné, Zernis Pedler notamment, un truc que j'aime beaucoup, très sous-côté. Et en fait, très vite, elle a réussi à choper le truc, ça sent dans le tome 1, dans le tome 2 vraiment beaucoup plus. Et là, on est sur le tome 3 en ce moment. Et tu sens qu'elle a vraiment capté la vibes. Et du coup, elle a une capacité d'apprentissage, elle a une capacité c'est une éponge avec les codes. Et je trouve ça vachement intéressant parce que, pour moi déjà, parce que du coup, elle met super bien en lumière ce que je veux faire, mais pour elle, parce que ça lui donne un espèce de panel de talent qui est vraiment inimaginable et que je trouve très talent. Enfin, ça va lui servir beaucoup pour elle dans son travail, je trouve ça trop bien. Alors du coup, je vais pas vous demander quelle est votre grande qualité, parce que bon, c'est pas... Voilà. Mais c'est quoi pour vous la qualité la plus importante chez un scénariste? Qu'est-ce qui fait un bon scénariste, si vous préférez? En vrai, j'ai pas assez de bouteilles dans le métier pour dire ça, je pense. Mais je dirais... En fait, j'en sais rien. L'imagination. Le talent, ça veut rien dire en fait, le talent en soi. Je dirais... Oui. Ouais. Pareil, déjà, j'ai vraiment pas assez de métier pour pouvoir m'exprimer là-dessus. Je dirais peut-être
Pas forcément la remise en question, mais essayer de comprendre que il faut pas forcément faire enfin, il faut arrêter de confondre original. Ouais, tu vois où je veux en venir. Il faut arrêter de confondre avec l'originalité avec un gage de qualité. C'est pas parce qu'on fait quelque chose d'original que ce sera bien. Il y a des trucs qui sont très codifiés mais qui sont très bons. Et je pense qu'il faut... c'est bien de se lancer comme ça, de se dire qu'on est autodidacte et tout. Il y a des bouquins qui sont peut-être pas essentiels, mais je pense à l'anatomie du scénario de John Truby ou Héros au visage, qui sont des livres qui sont bien ne serait-ce qu'à connaître, parce que c'est bien de vouloir sortir des codes, mais on ne sort pas des codes si on les connaît pas. Et je pense que c'est bien c'est bien de se lancer à corps perdu, c'est bien de travailler à fond, mais il faut aussi penser à étudier ce qu'on fait et peut-être se remettre en question, pas tout le temps, parce qu'il faut avoir confiance en ce qu'on écrit, mais au moins de se dire, est-ce que j'étudierais pas comment ça se fait avant de le faire? J'aime bien parce qu'en fait, du coup, tu as intégré dans ta réponse la question qui suivait. Donc c'était très bien. En dehors du coup des lectures que tu conseilles, est-ce que toi tu as d'autres lectures ou d'autres conseils à donner justement à quelqu'un qui veut se lancer là-dedans pour qu'il ne perde pas effectivement son énergie à juste écrire des tonnes et des tonnes de pages, mais au final ça sert à rien le jour où il amène ça à un éditeur, le mec il fait bah ouais mais c'est nul en fait. Faut pas hésiter à faire lire ce qu'on écrit aux gens, même si c'est pas des professionnels ou quoi que ce soit, parce que c'est important de voir comment les gens perçoivent ou comprendre ce que tu essayes de raconter. Et ouais, pareil, il y a des bouquins qui l'a dit. Et surtout quand on lit une histoire, essayer d'analyser comment c'est fait en fait. Pas juste répéter bêtement. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont dans le manga et disent je vais copier Naruto. Mais non, il faut comprendre pourquoi Naruto est fait comme ça en fait. Je prends l'exemple de Naruto comme ça tout le monde là. Et il faut essayer d'avoir le Sharingan, tu vois, je reste dans Naruto. Très bonne métaphore pour déconstruire comment sont fait les histoires. À la base, en plus, là-bas, souvent, quand on va pour le scénario, on regarde Star Wars. Comme ça, on voit un peu tous les archétypes, comment sont utilisés et tout. Et c'est vraiment la base de la base, toi. Donc, il faut vraiment apprendre c'est ce que je fais avec Menu Manga, abonnez-vous, à décortiquer, faire de la rétro-ingénierie. Moi, je te sors des mots compliqués pour voir comment c'est construit et après essayer de refaire pareil à sa sauce. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. C'est clair? Si, c'est clair. C'est clair. C'est comme si vous démontiez un moteur et que vous appreniez comment c'est fait. Voilà, il est plus fort que mon métaphore. C'est Non, mais vous êtes bons tous les deux. En vrai, faites un bon duo. Et viens, on fait Ils font un bon duo ou pas? Ah, ils se sont endormis là, je suis désolé. Ils font un bon duo ou pas? Oui. Voilà, c'est bien. C'est chiant de vous tenter d'intervenir. Ok, alors là en vrai on va bientôt donner la parole au public s'ils ont des questions, donc commencez à réfléchir si vous avez des questions, mais du coup je voudrais juste vous laisser l'occasion chacun d'essayer de vendre votre œuvre en fait rapidement, genre qu'est-ce qui fait qu'on doit lire Arena, qu'est-ce qui fait qu'on doit lire Onera? Non, tu sais quoi, on va même faire l'inverse. Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi il faut lire Onera ou pas? Probablement. Eh ben vas-y, et donc toi tu diras pourquoi il faut lire Arena? Parce que c'est de la dark fantasy et que c'est sombre et violent et que voilà. En fait j'ai vu que la couverture, je suis désolé. Mais il a dit Berserk. Donc déjà c'est une ref. Non mais bien joué. Donc déjà, s'il y a une ref Berserk, c'est que il y a moyen que ça soit Stylax. Donc achetez-le. Et moi je vais dire il faut lire Arena parce que moi je l'ai lu. Il faut lire Arena parce qu'on a des personnages forts, on a une espèce d'obéissance au webtoon qui est vraiment très bonne. T'as une dessinatrice qui est vraiment géniale, c'est fun, c'est violent, il y a tous les ingrédients possibles pour un bon scénario et je trouve que t'as vraiment trouvé une super dessinatrice. Et si t'as son numéro... Très mal vendu son truc en comparaison, mais c'est gentil. Moi je dirais, sinon, vous aimez les isekai? Non. Du coup, lisez Arena parce que c'en est un bien. Et du coup, c'est le moment des questions du public. Donc, levez bien la main si vous avez une question à poser ou au chef ou à Cab. Et puis, comme ça, on vous amènera un micro. Soyez pas timide. Alors, je vois une main là-bas, très loin. Les autres aussi manifestez.